Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Paul Crypto Formation. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale que vous allez voir pour la première fois sur la chaîne. On a Laetitia Bonaventure avec nous. Laetitia, je te laisse dire bonjour à nos auditeurs. Déjà, bonjour tout le monde. Merci Paul de m'avoir invité. C'est bien apprécié d'être sur ta chaîne YouTube aujourd'hui. Je travaille comme analyste indépendante sur les marchés financiers. Donc, ça fait 3 ans que je suis à mon compte. Avant cela, je travaillais comme analyste en gestion de portefeuille pour une banque canadienne. Et puis voilà. Puis là, actuellement, c'est sûr que j'ai une façon de travailler un petit peu différente de ce qu'on voit là. Mais je m'intéresse beaucoup à la croissance, à la macro, à la photo globale et puis à la cyclicité, puisque ça permet de mieux se positionner et mieux s'exposer sur les marchés financiers. Ah oui, définitivement. Puis c'est pour ça que je voulais te recevoir sur la chaîne parce que Oui. vraiment, moi, je regarde ton travail autant sur YouTube que sur Twitter. Puis tu as une approche macroéconomique qui en fait qui me plaît beaucoup puis que j'aime prendre l'information même de toi. Donc vraiment de te recevoir sur la chaîne, c'est un vrai plaisir. Puis dans la vidéo aujourd'hui, on va parler là de la Fed, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, la rencontre qu'on a eue hier parce qu'aujourd'hui on est le 22 septembre. On va parler aussi de Bitcoin, de cycle, de macroéconomie là. Donc vraiment ça va être intéressant. Commençons dans le vif du sujet avec une première question. Qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre de la Fed d'hier? On a augmenté les taux d'intérêt de 0,75 %. Quels pourraient être les impacts selon toi? Alors, le point 75, le 75 points de base n'était pas forcément une grande surprise, hein, puisque c'était dans les probabilités. Et puis, de toute manière, tant que l'inflation reste élevée, ils vont continuer d'augmenter les taux afin de ralentir l'inflation ou de la ramener vers un taux cible. Donc ça, c'est pas forcément surprenant. La seule chose qui a vraiment changé par rapport à le mois précédent, comme je disais, c'est que maintenant les taux directeurs sont supérieurs à un taux de croissance, ce qui fait que généralement pour relancer la croissance, pour réaccélérer la croissance, il faut qu'on ait une politique monétaire accommodante, donc une baisse de taux, un pivot, une stabilisation ou par exemple imprimer de l'argent dans les cas les plus dramatiques, on va dire. Mais donc du coup, c'est ça. Donc il continue d'augmenter. On est au-dessus du taux de croissance. Il n'y a pas de pivot actuellement. Donc ça va probablement encore impacter la croissance économique les prochains mois. Et donc on attend. Après, c'est peut-être ce qu'ils veulent aussi, de toute manière, puisque c'est pas leur objectif principal n'est pas la croissance. Leur objectif principal est de réduire l'inflation, ce qui fait que c'est pas le mandat principal. Quand l'emploi, par exemple, qui est leur deuxième mandat, va augmenter, c'est-à-dire le taux de chômage va augmenter, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont commencer à pivoter et puis qu'ils vont dire quelque chose. Mais pour l'instant, ça va être une stabilisation. Pas une stabilisation, pardon, mais ça va affecter encore la croissance économique pour les prochains mois. Enfin, ça, c'est mon humble avis, là, puisque on n'a pas de recours à, un pivot, ça aurait pu un petit peu une stabilisation, parce que comme on a un taux de croissance encore à 2%, une stabilisation, ça aurait pu peut-être un petit peu faire stagner peut-être le marché ou autre, là. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas de pivot majeur et donc on n'a pas de moyen d'absorber ce taux directeur et des taux qui sont élevés. Ça impacte la consommation, ça impacte l'immobilier, ça impacte les entreprises, à se développer, à produire, donc ça impacte plusieurs choses. Donc c'est voilà, ça c'est mon point de vue là, mais OK, c'est très intéressant de t'entendre. Puis justement, c'est ça, des taux plus élevés. On sait que la Fed, les banques centrales ont créé des bulles massives là, dans les dernières années en ayant des taux d'intérêt très bas, en imprimant de l'argent. Puis là, on est en train d'augmenter les taux d'intérêt rapidement, qu'est-ce qui souvent peut être l'aiguille qui fait exploser les bulles autant dans le marché que dans l'immobilier qu'on a vu même dans les cryptos. Avec qu'est-ce qu'on voit en ce moment, quelles sont tes perspectives sur le marché financier et même le marché des crypto-monnaies? Pour l'instant, dans mes perspectives, c'est que je reste toujours, comme je disais, défensive, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas me positionner sur des actifs à risque. Je veux dire, c'est pas que je me positionne pas, c'est juste que je réduis mon exposition, j'attends un petit peu et j'accélère mon exposition quand les conditions sont favorables. Parce que je suis pas anti actif à risque là, parce qu'il y en a qui vont se dire à force elle est anti ça. Non, c'est juste que je réduis mon exposition pendant ces moments-là et après je l'augmente parce que là, le problème, c'est que
comment dire, la croissance à très long terme, elle est stimulée par deux choses, la démographie et puis la dette. Et c'est vrai que la démographie, elle n'aide pas du tout depuis maintenant à peu près 10 ans. Enfin, elle est en tendance baissière, la croissance démographique. Donc, ça aide pas à la productivité. Donc, ce qui aide à la productivité, c'est la dette. C'est pour ça qu'on a créé le programme d'injection d'argent en 2008 pour relancer la croissance. Et c'est ce qu'on a fait aussi en 2020, puisque en 2020 aussi, on a touché le fond et pour relancer la croissance, c'est pas la démographie qui a relancé la croissance. On peut pas, comme dans les années 70 par exemple, où la démographie, la productivité via la démographie était là. Mais là, maintenant, on est dans la dette. Et donc, du coup, ça crée une dette plus importante. Une dette importante, ça affecte aussi la croissance, puisque ça minimise le taux de croissance. On peut pas avoir des taux de croissance, comment dire, vraiment élevé, tu sais, on est entre 2%, 3%, 1%. Donc, tu sais, ça limite le taux de croissance puisque la dette, elle affecte pas mal l'environnement. Donc, c'est sûr que les prochaines années, je pense qu'il va y avoir une transition, un équilibre. Ça a toujours existé dans l'économie, là, dans les passés. On va avoir probablement un équilibre à faire à ce niveau-là parce que c'est si on peut pas réimprimer actuellement puisque l'impression c'est inflationniste. Donc et comme l'inflation est déjà élevée, on peut pas imprimer et monter l'inflation à 20-30%. Enfin ça c'est pas possible. Donc du coup en fait on est un peu dans un cercle où le temps va stabiliser les choses probablement et c'est vrai qu'une récession ça pourrait peut-être effectivement un petit peu rééquilibrer temporairement les choses puisque ça redescendrait l'inflation, on pourrait relancer la croissance. Le seul hic, c'est que si on relance encore avec encore des impressions, ça risque encore de créer de l'inflation. Donc c'est pour ça qu'on est les prochaines années sur un cercle un peu vicieux, je dirais. Et puis aussi, on a besoin d'inflation pour éliminer la dette. Dans le sens où une inflation élevée, ça c'est bon en ce moment pour la Fed pour sa dette puisque le taux d'inflation est supérieur au taux directeur, ce qui fait que pour eux ça les aide aussi un petit peu à diminuer la dette à ce niveau-là. Ok, ben merci pour la réponse. Là, en fait, la question que tout le monde se demande, en fait, j'écoutais Jérôme Powell hier dans son speech. On sait qu'écouter Jérôme Powell, c'est douloureux, c'est très long à écouter comme meeting. Si t'es d'accord avec moi, je pense. Puis tout ça pour dire que il disait que bon, une récession pour le prochain, quand on va avoir les résultats du prochain trimestre, il disait que personne ne sait, mais lui il sait. Personne ne sait, mais lui il sait. Fait que finalement, est-ce que tu penses qu'une récession est dans les cartes? Puis là, tu nous expliquais que si on a une récession, ça permettrait vraiment à l'économie de avoir un reset puis de pouvoir repartir de nouveau. On repart, puis voilà, tu sais, tout le monde, ça permettrait de relancer la croissance et puis on repart. Enfin, sur les marchés financiers, on repart puisque là actuellement, de toute manière, c'est dans la vie en général. Bon, nous, on est touchés par effectivement par l'inflation, mais le tant que les gens ont des emplois, ils sont pas forcément très touchés non plus. C'est juste que c'est sûr qu'on peut moins placer de côté. Pour les salaires moyens, c'est sûr c'est un peu plus juste. Donc pour rééquilibrer ça, pour moi, oui, c'est vrai qu'une récession, ça permettrait de repartir, de rééquilibrer le tout. Mais après, une récession aussi, ça crée du drama puisque malheureusement, il y a un taux de chômage qui est plus élevé. Donc voilà. Mais bon, dans le passé, on est toujours passé par là. Pour remonter la pente, on doit en quelque sorte toucher le fond. Mais oui, parce que en fait, là, dans la situation actuelle, les deux questions que je me pose, c'est qu'est-ce qui relancerait la croissance actuellement? Normalement, en général, ce qui relance la croissance, c'est un changement de politique monétaire ou un changement, par exemple, au niveau du gouvernement, au niveau de la taxation, ou faire des stimuli, des trucs comme ça. Donc, au niveau de la taxation, ce qui se passe au niveau du gouvernement aux États-Unis, ils veulent taxer les corporations les plus riches pour financer d'autres choses, financer notamment l'acte contre inflation. L'acte contre inflation, en quelque sorte, c'est un stimulus inflationniste. Donc là, déjà, juste ici, on est un petit peu mal parce qu'en plus, une augmentation de taxes, ça impacte aussi les résultats des entreprises. Donc voilà. Et puis au niveau de la politique monétaire, ils peuvent pas forcément encore baisser leur taux puisque l'inflation est encore assez élevée. Donc là,
Le hard landing ou le soft landing, j'essaie de voir comment on pourrait avoir un soft landing. Laetitia, est-ce que tu pourrais nous décrire c'est quoi un hard landing versus un soft landing? Parce qu'on voit beaucoup les banquiers centraux dire des mots que personne comprend. C'est vrai, t'as raison. Mais est-ce que tu pourrais, pour le bienfait de nos auditeurs, là, nous décrire ça dans des mots très simples? Tout simplement, en fait, dans un soft landing, généralement, c'est quand l'économie bottom, mais sans forcément passer en croissance négative, et donc du coup, genre en récession, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu un soft landing, et le hard landing, c'est vraiment quand on passe dans la croissance négative, et là, c'est la récession. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que généralement, ce que c'est arrivé dans le passé, c'est pour ça qu'on dit, des fois, c'est arrivé qu'on a un soft landing. Si on regarde, par exemple, juste pour rendre les choses un peu plus visuelles, c'est que là, on a le coïncident Economic Indicator qui est en bleu, donc c'est qui représente un petit peu le taux de croissance. Donc, généralement, bon là, il n'est pas updaté au mois de septembre. On n'a pas clôturé encore le mois de septembre, mais il n'est pas très à jour. Mais juste pour montrer, en fait, lorsqu'on parle de soft landing, c'est qu'on va vers un taux de croissance vers 0, mais on va pas en récession puisqu'on passe pas dans la partie négative. Donc là, c'est arrivé en 2013. C'est arrivé aussi à peu près entre 2015 et 2016, quand le marché a stabilisé, a corrigé un petit peu. Mais on n'est pas passé dans la partie négative de la croissance. Donc, ça arrive que on ait des soft landing. Dans le passé, c'est arrivé. Mais généralement, quand ça arrive, c'est soit parce que les taux sont pas encore très élevés, ou soit que, par exemple, il y a un changement dans la politique monétaire, c'est-à-dire qu'ils vont stabiliser les taux et que le taux de croissance est quand même assez encore élevé. Donc ça arrive, mais pour l'instant, en fait, on se rapproche de 0. Nous, on est à peu près dans un taux de croissance de 2%. Et il n'y a pas de stabilisation au niveau des taux. Donc pour l'instant, on est encore dans cet environnement-là. Donc, si on se rapproche de 0, par exemple, et que là, on commence à baisser les taux, on va voir s'il est trop tard ou pas pour éviter ça, là, pour éviter une croissance négative. Mais dans le passé, si tu veux, je vais juste remontrer quelque chose. Ça sera plus simple. Donc, là, par exemple, je suis sur le taux de la Fed. Bon, il n'est pas mis à jour là, puisqu'on est à 3% maintenant. Comme tu peux constater, tu vois, par exemple, quand on arrive sur des pics des taux de la Fed, on a besoin de voir où en est la croissance, tu vois. Par exemple, en 2094-2095, c'est un exemple qu'on dit de soft landing, mais la croissance était environ de 4-5%. À cette époque-là. Ce qui fait que tant que la croissance n'est pas à 0, il y a un potentiel d'être dans un soft landing, même si les taux sont élevés et quand les taux ils pivotent, c'est-à-dire qu'on stabilise pendant un certain temps. Mais dès que la croissance passe à 0, comme par exemple en 2000 ou comme en 2007, et que on n'a pas de changement au niveau de la politique monétaire, là il y a plus de risque de passer dans un hard landing. Donc là, actuellement... Laetitia, je te pose la question. Là. Si on voit en fait la croissance, donc le produit intérieur brut, le passer à 0 ou en dessous de 0, ça veut dire que on a des chances d'avoir un crash de marché là, devant nous. En fait, oui, là, le PIB, c'est une autre référence, là, c'est le produit intérieur brut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le coïncident, un agrégat de tout ce qui est emploi, revenu, consommation et production industrielle. Parce que le PIB, il est déjà passé négatif à plusieurs reprises. Là, ouais, 2 trimestres. Ouais. Voilà. Mais en fait, la croissance des facteurs majeurs n'était pas négatif. Donc, on n'était pas en récession encore. C'est pour ça que beaucoup ont interprété le PIB comme une récession. Mais quand on regarde la croissance générale, comme on a un niveau d'emploi qui est encore solide et qu'on a une production industrielle encore solide, eh bien, le taux de croissance n'est pas à 0. Donc, on n'est même pas encore proche d'être en récession. On est en ralentissement, c'est-à-dire qu'on se rapproche de 0, mais dès qu'on sera à 0, là, il y aura un risque majeur de récession. Donc là, s'il n'y a pas de changement de politique ou autre, oui, le risque sera majeur. OK. Puis, selon toi, est-ce qu'on peut vraiment croire nos banquiers centraux? Parce qu'on s'est fait... On a un peu les mêmes mots avant le crash de 2008, là, qu'il y aura pas de récession, qu'il va y avoir un soft landing. L'année passée, on se faisait dire que l'inflation, c'était rien, c'était pas grave. Après ça, on s'est fait dire que c'était temporaire. Puis là, finalement, on se rend compte que l'inflation est là pour plusieurs années encore. Donc, est-ce qu'on peut croire les banquiers centraux, selon toi?
selon l'histoire. Ça dépend parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants qui vont pas dire forcément les choses, puisque en fait, comme il y a beaucoup d'argent dans les banques en gestion, en fonds de gestion, on ne veut pas que les gens sortent avec leur argent. Puisque bien évidemment on ne veut pas leur faire peur, puisque c'est ce qui est leur gagne-pain aussi. C'est comme ça c'est sur ça qu'ils gagnent leur commission, c'est sur tous les actifs sous gestion. Donc oui, moi je pense qu'il faut toujours quand même apprendre par soi-même pour se faire une analyse par soi-même et comprendre les facteurs environnants pour pouvoir se faire son opinion. Parce que bien évidemment, oui, faire confiance à la Fed, non. Pas spécifiquement, l'inflation n'est pas si transitoire que ça, n'est pas si temporaire. Effectivement, en 2008, il y avait beaucoup qui annonçaient qu'il n'y aurait pas de récession, mais je pense qu'il faut quand même comprendre un petit peu les facteurs environnants, quoi. Donc, qu'est-ce qui relance la croissance? Où en est la croissance? Où sont les taux d'intérêt? Tu sais, faut regarder tout ça parce que c'est vrai que en 2008, les taux de croissance étaient près de zéro. Donc là, déjà, le jus était comme ça. Et on commençait à baisser les taux. Sauf que les impacts étaient déjà trop importants. Ce qui fait que malheureusement, ça a tombé ben raide là après. Mais donc voilà. Donc ils vont pas nous dire qu'on va tomber en récession. Ça, c'est normal. Ouais, faut faire tourner le Ponzi encore. Ouais, la machine. Le suspense. Ouais, c'est ça. Bon, ce qui est clair dans leur ton, comme tu as pu l'analyser, c'est qu'ils vont être assez restrictifs et qu'ils ont même dit que ils sont vraiment même pas au maximum de ce qu'ils peuvent être restrictifs. Ce qui fait que pour l'instant, ça va pas relancer la croissance. Donc là, ça c'est clair. Pour l'instant, le ralentissement de croissance va continuer. Parce que plus tu es restrictif, moins ça avantage la croissance. Donc, mais comme leur but c'est pas ça, là le problème c'est qu'ils ont un gros problème à régler, le problème qu'ils ont créé avec les injections d'argent. Ils ont ce problème-là à régler actuellement et ils le disent quitte peu importe ce qui va se passer au niveau de l'économie, quoi. Donc Ouais, puis je vais te partager une charte pour j'aimerais entendre tes commentaires là-dessus. Tu vois, si on voit les probabilités au niveau de l'augmentation des taux de la Fed, on voit que les taux pourraient augmenter jusqu'en février pour se retrouver jusqu'à 4,5 à 4,75%. Puis après ça, on aura un plateau et ensuite ça recommencerait à descendre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que on va vraiment aller jusqu'à 4,5, 4,75%? Parce qu'on a vu Ray Dalio qui dit que si on va vraiment jusqu'à 4,5%, on verra un crash de marché d'au moins 35% sur le S&P 500. Quelles sont tes perspectives là-dessus? Oui, c'est vrai que je l'ai lu son article. Je suis un petit peu du même avis que lui dans le sens où 4,5 de taux directeur, sachant que comme je t'expliquais, on n'est qu'à 2% de croissance. Donc là, pour l'instant, la croissance, elle va continuer de baisser vers 1%, 0 à 1%. Et si les taux restent à 4,5, on est quand même ça va l'impact est trop en fait ça va être pour moi ça va être trop tard et ça va oui il y a des probabilités à ce qu'on y aille fortement puisque l'inflation elle est encore à 8% et que avec la partie service qui est quand même très quand même coriace, c'est fort probable qu'on reste à 8% dans ce range-là pendant un certain temps. Et tant qu'on reste dans ce temps-là, ils vont continuer. Et donc là, 4,5%, c'est juste un point, c'est à peu près 100 points de base de plus qu'actuellement, là, entre 4 et 4,5. Ce qui fait que oui, il y a des probabilités d'aller là. Sauf que ça, c'est pas, pour moi, ça va pas faire un soft landing. Donc, c'est comme dit Ray Dalio, je suis d'accord avec lui, ça va juste aggraver la situation actuelle. Hein. Mais comme je t'ai dit, en même temps, si tu veux casser l'inflation, il y a pas beaucoup de moyens de casser de l'inflation actuellement, à part de la casser par quelque chose vraiment de drastique comme une récession. Parce que là, si tu veux vraiment essayer de la faire baisser à 2%, 3%, et ça va prendre, si sans récession, ça va prendre, c'est pratiquement, je pense, impossible. Ça va prendre 3-4 ans, je sais pas. C'est impossible puisque
puisqu'actuellement, ça reste assez élevé, c'est sticky, comme on dit. Donc oui, il y a des fortes probabilités. Et oui, dans le calcul, oui, il va y avoir un repricing de la dévalorisation avec un taux à 4,5%. Donc Crédalio, oui, je suis du même avis de ce côté-là. Ça va impacter les entreprises, ça va impacter les consommateurs aussi, hein, parce que de toute manière, le marché immobilier va être fortement impacté avec des taux qui vont encore augmenter. J'avais lu, j'ai lu quelque chose sur Twitter, ça m'a fait rire, parce que c'est quelqu'un qui disait non, mais tant que l'inflation est élevée, c'est bon pour l'immobilier. Enfin, c'est bon pour l'immobilier quand la croissance, elle est là avec toi. L'inflation, c'est bien quand on a une accélération de croissance, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais quand on a un ralentissement de croissance et que des taux élevés, ça impacte la croissance. T'as beau avoir un taux d'inflation à 8-10%, ça impacte le marché immobilier aussi, puisque le marché immobilier, c'est en quelque sorte le cycle économique. Et là, le marché immobilier est impacté, les volumes ont pas mal baissé. Donc, on a vu au Canada aussi toutes les maisons qui avaient une augmentation incroyable. On voit la chute là. On parle de plus de 25% depuis les 6 derniers mois sur les maisons. Un certain range de prix, là, à plus d'1 million. Ça a commencé dans mon secteur aussi, on le voit à 100%. Puis, c'est sûr qu'en montant les taux de façon drastique comme ça, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose, définitivement. Non, ça c'est, voilà. Mais en même temps, tant mieux, puisque ça va permettre aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent plus accéder à la propriété, et ça va permettre un petit peu, c'est ce que je dis, c'est des fois des récessions aussi, il y a beaucoup de drama, mais ça permet aussi de donner un peu un bol d'air pour permettre à des gens d'accéder après à l'immobilier, permettre des choses comme ça. Ça fait partie de la cyclicité de toute manière. Donc, excellent. Mais j'aimerais t'entendre maintenant sur certaines choses que mon auditoire va aimer. Les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Dans un contexte économique où est-ce que on a la Banque centrale qui va augmenter les taux, qui est en train de faire exploser les bulles économiques s'ils continuent dans la voie qu'ils sont en ce moment. Mais on sait jamais, ils peuvent pivoter du jour au lendemain sans nous prévenir aussi. Donc, qu'est-ce que tu penses des crypto-monnaies en ce moment? Est-ce que c'est une bonne classe d'actifs pour investir ou il y a des gros risques encore? Pour moi, ça reste encore risqué. Je dis pas de pas investir non plus. Enfin, tu sais, ça appartient aux gens. Moi, c'est sûr que je suis actuellement sous-exposée. Et j'attends une confirmation de relancement, puisque de toute manière, quand on étudie la crypto-monnaie, elle est très sensible à la politique monétaire et très sensible à la croissance aussi, donc tout est relié aussi. Ce qui fait que pour l'instant, moi, je reste dans mon exposition plus défensive qu'agressive à ce niveau-là. Donc, ça m'empêche pas d'avoir de la crypto. Attention, hein, c'est ce que je dis. C'est juste que j'en ai, mais je suis actuellement sous-pondérée. Je préfère surpondérer quand l'environnement est favorable dans ces termes-là, en quelque sorte. Donc là, ça range depuis quelque temps. Ça peut continuer de ranger, là. Ça peut continuer de ranger jusqu'à temps qu'il y a un peu plus de visibilité sur l'économie. Donc voilà, mais après oui, pour l'instant j'attends une confirmation pour me surexposer et renforcer vraiment plus drastiquement. Ok, excellent. Puis est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un fameux midterm rally avec les élections mi-mandat qu'on a avec Joe Biden aux États-Unis au mois de novembre? On voit historiquement, généralement les marchés le mois précédent et le mois suivant les élections mi-mandat, on a une belle poussée à la hausse. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les cartes encore, malgré ce que la Fed est en train de faire? Oui, c'est possible. De là à aller vers des plus hauts, j'ai des doutes. Mais tu sais, c'est tous les rallyes bears sont quand même assez possibles, étant donné qu'ils sont assez agressifs, puisque il y a une quantité de personnes short assez importante, ce qui fait que le contre-coup est souvent assez important aussi. Qu'on reste dans le range qu'on est en train de former. Qu'on aille retester, il y a des probabilités. Après, de là à aller retester les derniers plus hauts ou aller au-delà des plus hauts, bon, je peux me tromper, hein, mais j'ai quand même des doutes à ce niveau-là. Qu'il y ait des élections mi-terme ou pas, j'ai des doutes vu le contexte actuel. Excellent, excellent. Puis, si on parle maintenant des métaux précieux, cette classe d'actifs-là, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une ressurgescence qui va venir de nulle part ou... Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Parce que normalement, avec une inflation comme ça,
Ouais. On devrait voir les métaux précieux monter, mais en ce moment, Oui, c'est le calme plat, hein. Oui, c'est ça. Je t'avoue que je suis moi-même un peu déçue de ce contexte-là. Mais c'est vrai que quand on étudie, j'avais étudié un petit peu le gold, l'or, par exemple. J'avais étudié l'or pendant des périodes inflationnistes et déflationnistes. C'est vrai qu'il performait autant pratiquement dans les périodes déflationnistes malgré tout. Ça reste, je pense que, pardon, ça reste assez. Personnellement, je suis assez déçue de la performance, mais en même temps, je pense que ça a été beaucoup affecté par la hausse du dollar aussi, puisque c'est le contrebalance, que par rapport dans les années 70 où ça a super formé, le dollar était un petit peu moins en hausse comme ça. Donc je pense que tout ce qui est la contraction de l'offre monétaire de la part de la Fed impacte le dollar et que ça impacte un petit peu le contre-coup des matières premières, par exemple. Après, je suis pas spécialisée dans les métaux précieux, je te dirais. C'est pas spécifiquement ma spécialisation, mais oui, comme cette année, de toute manière, il n'y a pas vraiment une grande classe d'actifs où se cacher, à part le dollar, puisqu'il y a eu une forte contraction de M2 là, de l'offre monétaire, ce qui fait que ça a été la classe d'actifs vraiment qui a pas mal performé cette année. Mais sinon, ouais, je te dirais que moi aussi je suis déçue, mais c'est. Ouais. Ouais, c'est ça, on peut pas prévoir le marché parce qu'habituellement, dans des contextes inflationnaires comme ceux-ci, les métaux précieux s'envolent, puis on l'a vu dans d'autres devises, c'est qu'actuellement, le dénominateur qui est le dollar US est trop fort, Ouais, fait que ça fait en sorte que ça bloque les prix de partout, mais si on va dans d'autres devises, on voit des métaux précieux qui ont des nouveaux sommets historiques semaine après semaine en d'autres devises. Dans le yen, là, au Japon, par exemple, tu prends le gold par rapport à la monnaie locale du Japon, la monnaie avait vraiment chuté drastiquement. Là, le gold super fort, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que le gold en dollars US, ça a été effectivement, ça fait mal. Ça fait mal. Ah ouais, ça a été stagnant, puis plusieurs personnes sont déçues parce que je sais que les gens dans les crypto-monnaies aiment posséder réellement leurs actifs, puis il y a beaucoup de gens dans les crypto-monnaies qui sont dans les métaux précieux, puis aussi, beaucoup de gens ont été déçus là, depuis les dernières années. Mais bon, si j'aurais à donner mon avis là-dessus, je pense qu'en ce moment, pour ma part, c'est un beau moment pour se positionner sur les métaux précieux. J'ai recommencé à acheter des compagnies minières d'or et d'argent parce que je pense qu'il risque d'avoir une belle montée de ce côté-là. Mais ça, c'est mon avis personnel. Ouais, mais de toute manière, c'est vrai que là, le dollar est quand même assez. Je me dis au pire, il peut monter encore peut-être à 120, le DXY. Vraiment, genre si on continue le QT, tu vois. Mais à un moment donné, c'est pas soutenable un dollar aussi élevé pour l'économie. Parce que tu sais, il faut savoir que dans le S&P 500, dans les indices boursiers, il y a une grande partie des compagnies qui sont internationales et qui font beaucoup de ventes en Europe, en Asie, et donc du coup, un dollar aussi élevé, ça rend les produits chers. Par exemple, l'iPhone en France, il coûte cher, donc il coûte plus cher. Donc du coup, c'est sûr que ça va avoir à un moment donné un trop gros impact. Donc si en premier, probablement que l'économie européenne va tomber avant l'économie américaine, ce qui fait que ça va aussi impacter aussi les US, puisque une bonne partie des ventes sont aussi en Europe. Une bonne partie des compagnies américaines sont implantées en Europe, Amazon, Apple, enfin tout ça, c'est des grosses compagnies qui sont aussi présentes en Europe. Donc du coup, ça va avoir un impact. Donc je pense pas que le dollar va être soutenable autant. Je pense qu'on a déjà fait une grosse partie du mouvement et que là, on reste dans des excès actuellement. On est vraiment dans des excès. Ah oui, vraiment, quand on regarde la charte du dollar US, on voit qu'on monte en ligne droite. Je me dis, mais ça va pas s'arrêter, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est obligé de se retourner puisque ça impacte trop l'économie. Donc, Puis on voit beaucoup de divergences au niveau technique, là, divergences baissières avec le RSI dans le dollar. C'est une question de temps selon moi. Puis en plus de ça, j'ai l'impression que la suprématie du dollar US est en train de prendre un coup avec maintenant les pays d'Asie qui ont fait une alliance. Parce qu'on a vu ah oui, c'est ça, se débarrasser un peu du dollar US parce que on sait qu'à chaque fois qu'il y a un pays qui a voulu se débarrasser du dollar US, faire affaire avec sa propre devise backée par du pétrole ou de l'or, des commodités,
On a vu les États-Unis instaurer la démocratie dans leur pays. Mais là, la différence maintenant, c'est qu'on a une alliance avec la Chine, la Russie, l'Inde, que c'est des pays trop forts pour que les États-Unis puissent intervenir. Fait que peut-être que on pourrait voir éventuellement dans les 10 prochaines années un changement de régime de pouvoir. Je sais pas si tu as un avis là-dessus par rapport à ça. Si. En fait, tu as de Ray Dalio, d'ailleurs, tu sais, t'as le gros cycle. Oui, c'est une excellente vidéo, qu'on est dans le cycle du déclin, là, d'échange de leader mondial, puisqu'actuellement, c'est encore les États-Unis et qu'il y a la Chine, qui est un petit peu en train de remonter à ce niveau-là. Donc, dans le déclin, on parle de ça, on parle vraiment l'échange qui est en train de se produire entre ces deux gros pays-là. Effectivement, les États-Unis peuvent pas intervenir non plus en Chine puisque ça reste un gros partenaire en quelque sorte, hein, on va dire ça. Donc, il y a je sais plus le nom du livre, mais de Ray Dalio, t'as justement il parle de ce gros cycle où il dit en détail, et puis justement on parle dans cette partie-là, dans la partie déclin, les impressions d'argent imprimées, on parle des guerres qui commencent un petit peu à se multiplier, des trucs comme ça. C'est quand même très intéressant parce que c'est l'histoire qui se répète en fait, donc c'est quand même très intéressant à connaître. Je te retrouverai le livre. Je vais mettre le lien de la vidéo et du livre à l'instant à l'écran, là, comme ça les gens vont pouvoir se retrouver parce que c'est vraiment une leçon. Cette vidéo-là, je pense qu'elle dure 1 heure, mais c'est une leçon incroyable. C'est les principes de Ray Dalio ou les trucs, quelque chose comme ça. Mais ça vaut le coup. Elle est en anglais, elle est en français. On peut la retrouver en français. Ça vaut vraiment le coup de regarder ça. Ça permet d'ouvrir les yeux, puis ça permet de comprendre que la décennie actuelle qui est en train de se passer, on risque d'avoir des turbulences un petit peu à droite et à gauche, justement dans cette transition-là. Ouais, puis dans cette transition-là, j'ai l'impression que c'est un milieu que c'est pas pour tous les investisseurs. Là, en ce moment, il va falloir bouger vite parce que je pense que plus la décennie va avancer, plus qu'il va y avoir des changements géopolitiques qui va faire que il n'y a pas juste une classe d'actifs qui va réussir. Il va falloir passer d'une classe à une autre, puis savoir jongler avec les cycles. Donc, Laetitia, pour terminer l'entrevue, j'aimerais un petit peu savoir quelles sont en résumé, peut-être tes perspectives, où est-ce que tu placerais tes billes si tu avais à placer des billes en ce moment avec toute l'incertitude, puis qu'est-ce qui pourrait s'en venir? Moi, là, actuellement, ce que je suis, c'est que j'ai une grosse partie cash, compte cash USD, d'ailleurs. Parce qu'au Canada, on a souvent les comptes canadiens et USD, on a le choix d'avoir les deux. Ce qui fait que je garde une grosse partie cash. Je viens d'entamer des obligations. C'est pas forcément, mon timing n'est pas forcément le meilleur, comme je dis. Mais comme le momentum de la relation action-obligation est en train de vraiment de réduire, et que j'attends vraiment la confirmation qui devrait potentiellement arriver là les 2 prochains mois à mon avis. Donc je vais plus me positionner pour l'instant dans les obligations, puisque le marché va finir par pricer le ralentissement économique et pas juste focaliser sur l'inflation, parce qu'actuellement, il focalise juste sur l'inflation, ce qui fait que les obligations sont impactées. Mais quand le marché va se réveiller et qu'ils vont focaliser sur le ralentissement économique, ça va être les obligations. Donc voilà, après je suis sous-pondérée, comme je t'expliquais, sur les indices et sur les actifs risqués. Et que je vais surpondérer quand ça sera le moment, mais pour l'instant pas tout de suite. J'attends de voir si on a un soft landing. Bonne idée. Oui, c'est ça. J'ai un peu d'or aussi là, c'est même que je t'expliquais que moi aussi je suis un peu déçue. Donc ouais, une bonne partie cash qui a pas mal, voilà. Et puis bon après. Oui, j'ai des positions, des options short là, mais ça c'est plus spéculatif qu'autre chose. Hein. Donc voilà, c'est pas des positions, tu vois, à long terme, c'est vraiment un côté plus spéculatif là. Donc. Ok, pour le court terme. C'est ça exactement. Excellent, Laetitia. Merci beaucoup pour tes perspectives, puis tu peux même nous partager tes positions. Là, c'est intéressant parce que je pense que beaucoup de mes auditeurs avaient hâte d'avoir une entrevue avec toi, de voir un peu tes perspectives sur le marché. Donc,
Merci. Ça fait plaisir. Ben, merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Puis, est-ce que tu aurais une dernière chose que tu aimerais partager avant qu'on termine cette vidéo aussi avec nos auditeurs? Avec vos éditeurs, ben, ben, ils peuvent me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, par exemple, là où je fais des analyses assez régulières. Puis sinon, j'ai aussi un abonnement mensuel où je rentre un peu plus dans le détail dans plusieurs choses, un peu plus complet. Donc, ils peuvent me retrouver aussi à ce niveau-là. Ok, parfait. Ben, je vais mettre dans la description de la vidéo les liens vers tes médias sociaux et l'abonnement mensuel. Parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Donc, je te remercie encore, Laetitia. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Puis, on va se revoir, j'imagine, dans une prochaine vidéo. Puis, on garde le contact. Ça marche. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Salut. Salut.